Madame, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit, ce magazine qui traite des questions politiques et sociales. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces deux domaines. Nous les mettons sur la table et avec un invité, nous en parlons. L'actualité politique reste dominée sur la question de la destitution ou non du président de la République. Vous le savez, Martin Fayulu a porté son soutien à Théodore Ngoï qui pense que le chef de l'État doit être mis en accusation par le Parlement. Quelle est la procédure? Aujourd'hui, je vous propose une émission pédagogique. On va essayer de connaître un peu si le chef de l'État, juridiquement parlant, a violé la Constitution en nommant les magistrats. Et comme le dit d'ailleurs le magistrat Ouboulou et Kilombo, nous parlerons de ça. Nous parlerons également du processus de destitution du président de la République par rapport à notre Constitution. Pour la première fois, je suis heureux de retrouver sur ce plateau Maître Socrate Kassongo. Maître, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Perrault. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes avocat. Vous êtes également enseignant et chercheur en droit. Voilà. Et que vous êtes connu dans le milieu de droit ici en République démocratique du Congo. Comment vous vous portez d'ailleurs? Je me porte très très bien. C'est donc dans cette casquette-là que je vous reçois parce qu'on voulait un peu avoir la lumière sur cette question et de la destitution du président de la République et de la question de la nomination des juges. Elle vous sera faite bientôt. Maître, allons droit au but immédiatement. Le président de la République a signé récemment les ordonnances. Et parmi ces ordonnances-là, il y en a deux qui créent des problèmes. C'est la permutation ou la nomination que le président fait en prenant les juges de la Cour constitutionnelle, en les amenant vers la Cour de cassation. Est-ce que le chef de l'État a le droit de le faire? Bien sûr que oui. Le chef de l'État, au vu de l'article 82 de la Constitution, reconnaît à ce dernier, n'est-ce pas, le pouvoir, la compétence de nommer et de révoquer les magistrats. Et de deux, ça c'est l'article 82 de la Constitution. L'article 11, alinéa 2 de la loi portant statut des magistrats, confère au même président de la République le pouvoir de promouvoir un magistrat. Donc c'est bien dit, le chef de l'État a seule compétence à promouvoir les magistrats. Nous parlons des magistrats de l'ordre judiciaire. De l'ordre judiciaire. La Cour constitutionnelle, vous le savez, a un statut particulier. Et les magistrats de la Cour constitutionnelle ne sont pas les magistrats de carrière. Les magistrats de la Cour constitutionnelle sont des magistrats. Régis par un statut particulier. L'article 152 de la Constitution énumère et membre du Conseil supérieur de magistrature 1, le président de la Cour constitutionnelle. C'est déjà un élément de taille. Donc, à la Cour constitutionnelle, nous avons un régime hybride. Deux fois, nous avons des magistrats de carrière et ceux qui n'ont jamais été, mais qui sont devenus magistrats. S'il faut que vous me permettiez le terme, ils sont magistratisés. Et à ce titre, ils deviennent magistrats. Donc, à ce titre et sur ce point de vue, ceux de la Cour constitutionnelle, ils sont juges de siège, ils rendent des arrêts, ils sont régis. La loi qui régit la Cour constitutionnelle est une loi particulière, est une loi organique. Et cette loi organique, je vous dirais ceci, Monsieur Perrault, que cette confusion doit être élaguée en fait. La loi portant aux ressources de la Cour constitutionnelle est une loi organique. Ici, nous sommes en face de la Constitution. Lorsqu'il faille faire un regard sur la pyramide normative, vous verrez que nous avons au sommet les traités et accords internationaux, la Constitution, les lois organiques, les lois ordinaires, les actes ayant force de loi, les actes administratifs, l'ordonnance, le décret, l'arrêté et ainsi que la décision. Donc, dire qu'ils sont émargés, je crois que cet émargement ne doit pas être vis-à-vis d'une loi mère, notamment la Constitution, parce que la Constitution, au vu de sa suprématie matérielle, voudrait que les animateurs et toutes les institutions de la République tirent leur souffle de la Constitution. Donc c'est la Constitution qui insuffle son souffle à toutes les institutions, y compris les animateurs de ces deux. Mais maître, je trouve ça quand même simpliste que vous puissiez vous cabrer sur le seul argument du fait que le président de la République, vous parlez de l'article 150, si je 152. 152, que le président nomme et révoque les magistrats. Non, l'article 82. Voilà. Le seul argument qui sous-tend le fait que le chef de l'État ait pris la décision, c'est cet article-là. L'article donne compétence exclusive au seul président de la République de nommer et de révoquer les magistrats. Ça, c'est la Constitution. L'article 11, alinéa 2 de la loi organique portant statut des magistrats que eux sont, pas de la Cour constitutionnelle, voudrait dire que le chef de l'État a seule compétence, à pouvoir de promouvoir un magistrat. Il va se trouver que, lorsque vous regardez dans le comportement ce qui a été fait, les deux juges ont été promus.
Parce qu'en fait, en réalité, d'où ils venaient? Ils y étaient comme conseillers à la Cour constitutionnelle, ils y sont retournés, d'après l'ordonnance, comme président. Il y a promotion. Parlons justement de cette promotion. La loi dit, notamment la Constitution, que les magistrats de la Cour constitutionnelle sont nommés pour un mandat de 9 ans, renouvelable par tiers après chaque 3 ans. Et la loi donne les conditions qui peuvent amener ces magistrats-là à quitter la Cour constitutionnelle. On parle du décès, on parle de la démission volontaire, on parle du troisième élément, ça va me revenir. Mais d'où le président a-t-il trouvé le pouvoir, lui, en violant la loi, à n'apprendre 2 magistrats d'une même composante pour les nommer ailleurs, alors que la loi donne les conditions par lesquelles ces magistrats-là peuvent quitter leur fonction à la Cour constitutionnelle. Je vais devoir vous apaiser d'abord, et de ce fait également ceux qui nous suivent, c'est que les 2 magistrats en question sont l'émanation du Conseil supérieur de la magistrature. D'ailleurs, ils sont venus à la Cour constitutionnelle en remplacement d'autres qui devaient partir. Donc, ceux auxquels ceux 2 ont succédé étaient désignés parce que la Cour constitutionnelle voudrait dire qu'il y a de cooptation, en fait, de choix qui sont opérés à 3 niveaux. Selon qu'on peut en avoir 3 des services du président de la République, 3 du CCM et 3 du Parlement. Le 2, CCM, vous voulez dire le Conseil supérieur de la magistrature. Donc, le 2 ici sont l'émanation, les deux auxquels ces 2 ont succédé, qui devraient partir, ont été proposés par la procédure prévue par l'article 158 de la Constitution. Donc, ils sont venus à la Cour constitutionnelle sur proposition. Encore que là, l'on vérifie si réellement, au moment de leur remplacement, le CCM avait été consulté, parce que là, un chef de l'État de mauvais état, de mauvaise humeur, carrément retirerait l'ordonnance qu'ils avaient placée, parce qu'en réalité, pour appartenir, tout en appartenant au CCM, au Conseil de la magistrature, on peut venir à la Cour constitutionnelle par désignation, c'est-à-dire par présentation de l'organe auquel ils appartiennent, notamment la coopération dont ils relèvent, notamment le Conseil supérieur de la magistrature. Donc, ces juges-là, ils sont venus à la Cour constitutionnelle comme conseillers. Et arrivés à la Cour constitutionnelle, ils ont reçu le grade de juge. Ils ont évolué comme juges. Et la Constitution, c'est l'article 150, qui dit que les juges sont inamovibles. Ça, c'est le principe, c'est qu'ils ne peuvent pas être jugés de n'importe quelle manière. Mais les incises sont mises, ils ne peuvent l'être que primo. Lors d'une nouvelle nomination, ou à leur demande, ou à sa demande, parce qu'on était au singulier, et 3, lors ou par rotation motivée et décidée par le Conseil supérieur de la magistrature. C'est-à-dire, lorsqu'il faut faire une analyse grammaticale, parce qu'apparemment la lecture de la Constitution ne requiert pas absolument des atouts de droit. Il faut également disposer des atouts, des prérequis grammaticaux. C'est un problème de français aussi. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Donc, lorsqu'on là, vous allez en porte-à-faux à ce qu'ils nous disent aujourd'hui. Tout le monde interprète la Constitution. On n'a pas besoin forcément d'être un constitutionnaliste pour parler de la Constitution. Non, il y a également un œil de droit dans les lignes constitutionnelles. Mais le tout repose sur la compétence grammaticale que l'on a. Phraséologique, de vocabulaire et voire même de stylistique. Je vais le démontrer ici. Donc, lorsqu'on dit ils sont inamovibles, c'est qu'on ne peut pas le changer de n'importe quelle manière. Toutefois, l'article 150, alinéa 3, dit ils ne peuvent l'être que par une nomination nouvelle. C'est le cas, c'est nouveau comme nomination. De 2, ou par à sa demande, ou par rotation. Donc, on peut les consulter, on peut avoir leur demande. Parce que le ou, là, en principe, M. Perrault, le ou a pour fonction, a pour nature, est une conjonction des coordinations disjonctives. Et même lorsqu'on voit le ou à sa demande, ou par rotation, il y a une ascendette. Mais au-delà d'une ascendette, ça devient une polyscendette. Donc, nous sommes dans une hypothèse d'alternative. Soit de nomination, il peut le faire. Ces conditions ne peuvent pas s'apprécier cumulativement. Elles s'apprécient alternativement. Soit nomination nouvelle, il part. Soit à sa demande, il part. Soit par rotation, par le conseil administratif décidé et motivé. Donc, lorsqu'il faille aller à l'incise 3, par rotation, décidé et motivé par le Conseil supérieur de la magistrature. Quand vous parlez des juges de l'ordre judiciaire, parce que c'est ça l'argument des Ouboulou et des Ubundu, des Kilombo et des Ouboulou. Ils disent que les juges de la Cour constitutionnelle sont gérés, sont régis par un autre statut. Ce ne sont pas des juges de l'ordre judiciaire.
Ils ont un statut que le président de la République a violé et ce statut-là est protégé par la Constitution de la République. Je vous dirai ceci pour vous apaiser. La loi qui organise la Cour constitutionnelle est une loi organique. Ici, je vous dis que la Constitution, en son article 82, confère le pouvoir au chef de l'État de nommer, de révoquer. Et même ce statut, qui porte statut, la loi organique sur le processus des magistrats, l'article 11 alinéa 2, donne encore pouvoir au même chef de l'État de le promouvoir. Je vous dis ceci, lorsqu'il faut aller interroger la pyramide normative, nous commençons par les traités accords internationaux, la Constitution, la loi organique. Donc, dans l'échelle d'équilibre, la loi organique à laquelle ils font allusion, ou sur laquelle, n'est-ce pas, ils semblent fonder leurs arguments, est en ordre inférieur par rapport à la Constitution qui, elle, les précise. Elle dit que le chef de l'État peut nommer et révoquer. Si par ailleurs, il y a une loi organique du reste inférieure dans la pyramide normative par rapport à la Constitution, il y a des questions de tirer des leçons. La Constitution comme telle, pour autant qu'elle vient en ordre essentiel avant la loi organique, c'est elle qui donne le souffle et aux animateurs et aux institutions. Ce qu'on appelle en droit constitutionnel la suprématie matérielle de la Constitution. Donc, le débat sur qu'ils appartiendraient à la Cour constitutionnelle tout en étant magistrats, parce que le chef d'État nomme les magistrats qu'eux sont, de un, de deux. Le fait pour eux d'appartenir à la Cour constitutionnelle par une loi organique inférieure dans la logique pyramidale des actes de l'État, vous voyez que la loi organique qui les couvre, c'est-à-dire qui les enquiste, cette loi-là, est inférieure à la Constitution. Donc, lorsqu'on voudrait opposer la loi organique à la Constitution, la Constitution a dit que le chef d'État peut nommer et révoquer. L'article 82. L'article 11, alinéa 2 de la loi portant statut des magistrats dit que le chef d'État peut promouvoir un magistrat. Lorsqu'on voudrait les mettre en choc, en heure, les deux, vous voyez que la Constitution ne saurait jamais recevoir. Non, mais je rappelle quand même que cette loi organique a été jugée conforme à la Constitution de la République pour entrer en vigueur. Parce que la loi n'énervait en rien la Constitution. C'était dans une cohabitation positive, une cohabitation sans rancune, une cohabitation sans heurts, sans choc, sans collision. Donc, une loi qui ne viendrait pas énerver, et n'est pas inconstitutionnelle, elle est conçue par le fait que cette loi n'était pas contraire à la Constitution. Il peut y avoir une cohabitation sémantique entre deux dispositions constitutionnelles, d'abord légales ou constitutionnelles, mais l'important c'est que lorsqu'il faudrait maintenant appliquer la préséance dans la pyramide normative, doit faire en sorte que la Constitution soit préférée et privilégiée à la loi organique qui, elle, vient en ordre de... D'ailleurs, la loi organique a des débats avec les lois ayant force de loi, même dans la pyramide. Il y a des penseurs qui estiment qu'après la Constitution, on peut ranger les lois, les actes ayant force de loi, et puis la loi organique qui est ordinaire. Mais lorsque une école voudrait que les lois ordinaires, puis les lois organiques viennent en ordre essentiel après la Constitution, vous voyez vous-même que normativement, la Constitution est appliquée. Et elle ne peut pas être énervée par une loi organique qui vient après elle, et de surcroît, une loi organique qui doit tirer souffle de la Constitution en vertu du principe de la suprématie matérielle de la Constitution. Revenons sur Ouboulou et Chilombo. Ils disent qu'il fallait laisser leur mandat se terminer. Ils se cabrent sur le fait qu'ils sont inamovibles. Vous expliquez la notion de l'inamovibilité des juges et vous estimez que le président a le droit de prendre 2 juges sortis de CCM pour les enlever ou les envoyer ailleurs. Monsieur Perrault, je vais vous apaiser par ce fait tous ceux qui nous suivent. Pour appartenir, pour faire partie ou pour être membre à la Cour constitutionnelle, les mécanismes de choix et d'appartenance sont connus. Il faut relever soit de l'initiative du chef de l'État, 3, du CCM, du Conseil de magistrature, et troisièmement, du Parlement. Eux sont l'émanation du Conseil supérieur de la magistrature. Et lorsque vous lisez l'ordonnance, les nommant, le promouvant, comme juge de la Cour de cassation, où ils n'étaient que conseillers, donc ils ont été promus, vous allez voir que dans les motivations de l'ordonnance, vu le Conseil supérieur de la magistrature, c'est la corporation qui en réalité les envoie. C'est elle, cette corporation, qui doit les envoyer. Et c'est elle également qui les a proposés. Le chef de l'État a signé. Le chef de l'État a signé une ordonnance qui contenait les choix lui portés par les corporations constitutionnelles reconnues à pouvoir lui présenter des juges constitutionnels. Il n'y a pas de version de la loi. Il n'y en a pas. Il s'est conformé à la Constitution et ceux-là sont provenus, sont l'émanation du Conseil supérieur de la magistrature. Ils ont été aussi bien ceux qui étaient partis et ceux auxquels ces derniers ont succédé. Ils sont tributaires de la Cour du Conseil supérieur de la magistrature. Il n'y a pas de raison. S'il y a des raisons à faire,
qu'ils aillent voir si le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été entendu. Mais le débat changerait parce que là, nous avons sur l'ordonnance, dans l'aspect des motivations, des attendus, ainsi qu'aboucher sur les considérants, ces juges sont l'émanation du CCM, du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, le CCM, entendu dans l'ordonnance, donc, doit les avoir présentés. On les a présentés parce que, par qui? Par ceux qui les avaient envoyés. Ils les ont présentés au chef de l'État, qui lui a compétent, n'est-ce pas, à vue de l'article 82, de le nommer, de le promouvoir, à vue de l'article 100, alinéa 11, alinéa 2, de la loi qui porte organisation des magistrats. Donc, il n'y a pas, c'est un respect scrupuleux et parfois déboudé de la Constitution. Voilà. Donc, le président n'a nullement violé la Constitution. Il n'a nullement violé la Constitution. Il a pris acte du choix qui lui avait été présenté par une corporation dont relèvent les deux juges en question, et il a pris l'acte en considération de l'émanation dont ils sont tributaires. Mais vous jugez comment? Le problème, c'est que vous parlez d'une certaine collision qui existe entre la loi organique et la Constitution. Vous préférez donner primauté à la Constitution. Mais vous expliquez comment alors la question de la durée des 9 ans, la question du renouvellement par tiers après chaque 3 ans. Quelle est la place de cette durée-là reprise dans la loi organique? Mais justement, la durée l'est dans l'optique des juges en phase initiale. Donc les juges ça a rapport avec le juge qui débute un mandat passant par le choix pris par la Constitution. Donc vous donnez 3 par groupe. C'est ça l'esprit. Et vous avez 9 ans pour les juges. Donc, mais les juges ici sont venus par remplacement. Je ne dis pas que le remplacement leur réduit, leur amenuise un peu les droits qui sont les leurs. Non. Ici, nous disons qu'ils ont été présentés parce qu'on ne confonde pas la logique des juges qui débutent un mandat au regard de la Constitution, par le tout premier à habiter la Cour constitutionnelle, et ceux qui viennent en parcours, en cours de chemin, comme ceux-ci. Donc, ils ont été présentés par le Conseil supérieur de la magistrature, par l'article 152 dit ceci. Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de 1. Le président de la Cour constitutionnelle, leur chef. C'est-à-dire, sous les ordres de qui les deux sont. Donc, cela veut dire qu'ils sont dedans, ils sont régis par les statuts des magistrats, et le chef de l'État, par conséquent, a pouvoir de permuter les magistrats. Et l'article 450, alinéa 3, vous confère, n'est-ce pas, confère à ce dernier le pouvoir de les roter. De le roter quand? Parce que la première option, c'est qu'ils sont nommés par une nouvelle nomination. Ça, on se rabat sur l'article 82. Et la deuxième incise va à sa demande. C'est-à-dire, on peut les nommer, on peut aussi les consulter, parce que le ou est disjonctif. Et troisièmement, ils peuvent l'être par rotation, ce qui fut le cas. Non, mais donc, par décision motivée du Conseil de la magistrature. Et alors, dans l'ordonnance, il y a les motivations, il y a entendu le Conseil de la magistrature. Donc, celui-ci, le Conseil de la magistrature, a été entendu pour présenter à nouveau la possibilité d'affecter des juges pour qu'ils aillent servir la nation ailleurs. Parce que ce serait quand même un peu étonnant et ahurissant de voir que quelqu'un qui est promu en face d'un problème. Je vous dirais même en droit du travail, vous savez, lorsqu'il y a une affectation qui réduirait les avantages dus à un agent, serait assimilée à un licenciement abusif masqué. Donc, il va de soi qu'une affectation d'un agent contrairement au statut sur base duquel il a été engagé, mais entraînant promotion, il n'y a pas de licenciement, il n'y a pas à se plaindre. Comment quelqu'un peut se plaindre pour avoir été promu? C'est inquiétant, c'est inquiétant. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi, dans quel intérêt veulent-ils, n'est-ce pas, rester mordicus à la Cour constitutionnelle? Aussi bien qu'ils sont magistrats, ils doivent jouer à la polyvalence. Parce que dans les agents, les opérateurs qui ont pouvoir, n'est-ce pas, service à rendre à la nation, doivent éviter, même les militaires le font. Il ne faut pas mettre un militaire à un coin pendant longtemps au risque qu'il ne s'habitue. Comment ils peuvent chercher à faire carrière, à faire affinité et chercher à faire proximité au point de créer une promiscuité dans la gestion de la Cour constitutionnelle? Donc, ils ont été arrêtés au vu de la Constitution, l'article 150 alinéa 3, à un autre poste, et du reste, tentés de promotion. Ils n'ont pas de raison. Qui nous disent un peu qu'est-ce qu'ils veulent. C'est comme si on va à l'enseignement, on dit, dans l'administration publique, quelqu'un qui est tel agent de deuxième classe, chargé de la paye, et on le promet directeur, il refuse. Il refuse d'être directeur, de deuxième classe à directeur, c'est un AGB1, il refuse d'être directeur par exemple. Il dit non, moi je ne vais pas être directeur. Les gens vont se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais alors qu'il est promu. La promotion doit en principe en réalité engendrer, n'est-ce pas, engager la choix.
Lorsque ce n'est pas de la joie, il y a des cartes dessous qui doivent être révélées et déchiffrées. Maître Socrate Kassongo, ces problèmes-là des juges a amené aujourd'hui à une sorte de levée des boucliers, notamment dans le rang, on ne parle pas politique ici, je voulais qu'on va faire une émission pédagogique, dans certains rangs, notamment le FCC, notamment l'avocat, votre collègue, Maître Théodore Ngoy, on dit que le président a violé la Constitution et qu'il faut absolument que le Parlement puisse mettre en accusation le chef de l'État. Vous êtes chercheur en droit, vous êtes enseignant en droit. Est-ce que le Parlement, dans sa configuration actuelle, a-t-il le pouvoir, là également, d'enclencher un mécanisme de mise en accusation au chef de l'État? Et qu'est-ce que la procédure prévoit dans ces domaines-là? Parce que là, c'est aussi la confusion, surtout de la part de nous qui n'avons pas beaucoup de connaissances en droit. Je vais également, encore une fois de plus, vous apaiser, partant, apaiser ceux qui nous suivent. Je reviens d'abord un peu faire une incise, un peu à l'appendice, sur le comportement des juges. Les juges nommés ont droit de protester contre une nouvelle nomination dans les 8 jours qui suivent. Lorsque vous ne le faites pas, il y a forclusion. Donc, l'acte qui est pris, soit à leur égard, requiert l'autorité de la chose ordonnée, comme c'était une ordonnance. Si c'était un décret, on parlerait de la chose décrétée. Un arrêté, la chose arrêtée. Une décision de la chose décidée. Donc, le fait pour eux d'avoir attendu 8 jours, ils ont perdu non seulement d'où ils viennent, et n'ont plus droit au chapitre là où ils vont. Ça, c'est un élément de détail. Donc, ça dit quoi? Là, ils doivent être déclarés déserteurs, ils doivent être... L'article 45, alinéa 3, 45 alinéa 3 de la loi portant statut des magistrats dit ceci: est réputé démissionnaire un magistrat qui est nommé, qui ne vient pas prêter serment. Lorsqu'on leur notifie leur nomination, Monsieur Perrault, faisons de l'école, de la bonne école, c'est du droit administratif pur. La notification est une modalité de publicité, au même titre que la publication dans le journal officiel, l'affichage, le passage à la télévision, à la radio, les dépêches. Lorsqu'on vous notifie, vous signez, vous passez aux séances de simulation, vous prenez des tissus, faites prendre des mesures de confection de toge, vous faites des simulations de personnes de serment, et vous attendez un dépassement de 8 jours, vous êtes dans la forclusion. Donc, la notification confère au titulaire qui a signé la notification à l'écrit, ou une notification écrite, le statut contenu dans l'acte qui lui est signifié. De sorte que la personne de serment ne viendra qu'annoncer la prise de fonction ainsi que la concession de validité des actes a été prise désormais par l'autorité ainsi désormais investie. C'est ça la nuance. Donc, la notification, je vous l'ai dit, lorsqu'on vous notifie, vous acceptez, vous êtes saisi. Il y a une opposabilité, une conséquence dans le droit qu'on dit, une opposabilité aux tiers. Les tiers peuvent vous regarder sous cet œil et vous aussi vous en prévaloir. Vous êtes notifié. C'est important ce que vous dites. Hein? Parce qu'on a quand même dit oh non, ils n'ont pas été informés, ils n'ont pas... Il y a beaucoup de choses. Ils ont été informés, ils ont reçu de puces à l'oreille dans un esprit de détraction, simplement pour perturber, déconcentrer le régime du président Félix. Donc, pour autant qu'ils ont été notifiés, ils ont signé, ils ont fait des séances de simulation de personnes de serment. Ils ont tout fait, ils ont pris des toges, des mesures de toge. Et pour eux, le fait pour eux d'avoir été notifiés et reçu la notification, ils sont dans le statut nouveau. Donc, ne pas pour eux aller prêter serment... Ça veut dire qu'ils sont réputés démissionnaires. L'article 47 du statut qui les régit, à l'alinéa 3, dit que lorsqu'on ne prête pas serment, après avoir été notifié régulièrement, tel est le cas pour ces données, ils sont réputés démissionnaires d'office. Donc, la notification là, par le fait d'avoir reçu la notification, l'avoir signée, et s'il y avait, ça c'est le droit fouillé, s'il y avait irrégularité en amont, il l'aurait couverte par la notification. Parce que lorsqu'on est notifié, on entre en fonction, c'est-à-dire on porte ce statut on le porte ès-qualité. Mais cela ne doit pas être confondu avec la prestation des serments qui ne viendrait que les amener à entrer en fonction et donner la validité aux actes qui prendront ès-qualité. Donc ès-qualité 3, comme on dit. Donc, lorsqu'ils ont été notifiés, ils ne le font pas. Donc, ils perdent. À ce moment, ils restent dans les nuées. Ils restent comme des revenants. Ils restent comme des spectres. Les gens convertis, les morts qui apparaissent aux gens dans des douches, dans des bus, dans des routes. Voilà, donc c'est comme ça. Dans les nuées. Ils sont nulle part parce que l'article 45, il y a 3, va les clouer. Ils ont opté pour une démarche administrative. C'est-à-dire, lorsqu'on est mécontent d'un acte administratif régulier, comme celui-là. Donc, l'ordonnance de nomination est un acte administratif individuel.
c'est-à-dire par opposition aux actes administratifs réglementaires, donc individuels, l'acte au sens. Mais c'est également un acte administratif strict au sens, c'est-à-dire au sens de l'individu, pas au sens qui concerne les individus, mais au sens de l'individu, cohabitant avec les actes particuliers et les actes collectifs. Lorsqu'on est mécontent administratif qui est pris à votre rencontre, vous avez les mécanismes administratifs. 2. Le recours préalable. D'abord, 1. Le recours gracieux. C'est-à-dire vous devez vous adresser à l'autorité qui a pris l'acte. Eux, au lieu de s'adresser à l'autorité administrative qui les a nommés, ils ont fait une lettre qu'on essaierait d'habiller en visage de recours gracieux. Parce qu'en fait, ils ont fait un recours collectif, alors que l'ordonnance visait des effets individuels à chacun. Donc, le délai qui est prévu pour le non-respect d'un acte administratif, le respect d'un acte administratif vis-à-vis d'un recours administratif gracieux, ne saurait pas être regardé avec beaucoup de tic, parce que la forme fait défaut. Lorsque déjà, au niveau du recours gracieux, ces gens, ils n'ont pas trouvé gain de cause. Je ne sais pas comment ils peuvent le trouver, parce que le recours a été fait collectivement en s'attaquant à une ordonnance qui a posé, qui a prévu, qui a inoculé, qui a insufflé des effets individuels à chacun des juges. Donc chacun devait pas faire son recours seul. Gracieux. Il n'y a pas à faire une sorte de collectivité. On ne sait pas répondre à un recours collectif parce que ça biserait la forme. De 2, si jamais, réfléchissons par l'absurde, le vrai pour le faux pour le vrai. Admettons qu'on observe, qu'on considère leur lettre, leur missive, leur correspondance au chef d'État, qui du reste n'est pas un recours, parce que le recours ne peut pas répondre à cette forme, à ces égalités de forme. Bon, si ça ne tenait pas, s'ils estimaient que le chef d'État n'a pas répondu à leur recours, ils avaient droit à aller à un recours hiérarchique. Or, le chef de l'État n'a pas d'autorité hiérarchique. Donc, dans les recours préalables, nous avons 2 formes de recours. Gracieux à l'auteur de l'acte et hiérarchique. Lorsque l'auteur de l'acte n'aura pas réagi, on va à son chef hiérarchique. Supérieur. Voilà. Lorsque l'autorité n'a pas de chef hiérarchique, on va à l'autorité tutélaire. Or, le chef de l'État n'a ni autorité hiérarchique, ni autorité de tutelle. Donc, carrément, la voie, après avoir essayé les voies de recours ordinaires, notamment, disons, le recours préalable, j'allais dire, notamment le recours gracieux, il ne leur restait que la voie pour faire exercer, n'est-ce pas, le recours contentieux, le Conseil d'État. Saisissant, voilà, l'autorité qui est compétente à statuer sur les actes de la taille du chef d'État, notamment une autorité centrale, à savoir le Conseil d'État. Donc, pour ne l'avoir pas fait, ils ont laissé la démarche. Ils vont maintenant invoquer l'aspect de la violation intention de la Constitution. Monsieur Perron. Revenons à ça, justement. Voilà. Moi, je suis pénaliste de la première école. Quand je dis ici, à la maison, les gens ne feront que bouger la tête. Pas hocher la tête, parce que, et c'est vérifié. Lorsqu'on dit le chef d'État est poursuivable pour haute trahison, c'est-à-dire lorsqu'il a violé intentionnellement la Constitution. L'article 166 de notre Constitution a ordonné la démarche. Le Parlement n'a pas compétence à juger les actes du chef d'État. Il n'est pas responsable devant le Parlement. Donc, il n'est pas comptable devant le Parlement. Ça, c'est le 1. De 2. L'article 166 dit ceci, que... De la Constitution. La Constitution. Le procureur général de la République, parce que ici, l'action publique ne peut être mue et mise en mouvement que par le procureur général de la Cour constitutionnelle, qui lui justifie de 2 examens. Un examen de légalité, c'est-à-dire un examen pour voir si les faits sont conformes ou non à la loi. Deuxième examen, l'examen de l'opportunité de poursuivre. Ça va. Et c'est lui qui, après avoir usé de ces 2 examens, peut, s'il en est convaincu, saisir le Parlement. C'est le Parlement qui est saisi par le PG, pas l'inverse. Et même dans cette matière, il est interdit de se constituer partie civile lorsqu'on vous demande de chef d'État en accusation. Bref, l'article 160 dit ceci. Le chef de l'État, disons, le procureur général près de la Cour constitutionnelle, saisit. Donc, les décisions de poursuite, donc après qu'il soit suffisamment enhardi et meublé de poursuivre, encore que ces faits soient établis, il soumet cette décision de poursuivre à l'Assemblée pour que l'Assemblée prenne un vote sur aussi bien la décision de poursuivre que la levée des immunités présidentielles de la République, qu'on appelle en français ordinaire la mise en accusation de la République, aux 2 tiers de membres. Donc, le Parlement doit attendre que le PG le saisisse. Le Parlement n'intervient pas de lui-même, il ne prend pas l'initiative. Il ne peut pas, parce que l'article 166 dit ceci. Et même l'article 38 de la loi, du règlement sur le Congrès voudrait que le chef de l'État
le procureur paye la Cour constitutionnelle, seul le parquet peut mettre en mouvement une action publique. Quand on dit les poursuites sont... La décision des poursuites et des mises en accusation sont votées aux 2/3 par le Parlement. Ça veut dire quoi? C'est une décision. Donc, il y a un travail en amont qui est fait. C'est que le procureur général de la République, il prend les faits, il reçoit la plainte, il interroge la partie, il confirme la plainte, il examine les faits, il fait confronter les indices et une évaluation aussi objective que subjective, c'est-à-dire voir si il va joindre les faits aux indices. De deux, une évaluation subjective, voir si les faits n'ont pas été altérés par un but trompeur. Donc, il fait double évaluation, objective et subjective. Donc, en le faisant, il s'en enhardit, il considère que son droit d'apprécier l'opportunité de poursuivre, il trouve qu'il est opportun de poursuivre. C'est lui. C'est lui qui doit... Et lui seul. Lui seul. C'est seulement après qu'il va saisir le Parlement pour que le Parlement prenne un vote sur sa décision de poursuivre. Parce que pour poursuivre, il faut que lui, il jouit d'un pouvoir de ne pas poursuivre en impliquant que ce n'est pas opportun, de deux, et de poursuivre lorsque les faits, il estime que les faits sont établis. Donc, je voudrais terminer, Perrault. Un élément important. D'ailleurs, les gens diraient que le chef d'État, le procureur général pour la Cour constitutionnelle, était un Moulouba, il est frère de nous. Même s'il était Mouniang, même s'il était un Bessingombe, il aurait été phagocyté à poursuivre. Parce que l'infraction n'est pas établie. Je vais vous faire un secret. L'article 158 a été conçu dans le sens de protéger Kabila. Parce que, donc c'était un article taillé sur mesure. Taillé sur mesure. Parce qu'on voudrait que lorsque Kabila violerait la Constitution, on l'amènerait à l'accusation et il opposerait la preuve de intentionnellement. Intentionnellement, violation intentionnelle, violation insubstantif, intentionnel, adjectif qualificatif, fonction d'intentionnel, épithète de violation. Lorsqu'on va dans violer intentionnellement, adverbe de manière, violer, le adverbe de manière a pour fonction justement modifier. La fonction de manière, c'est la modification et du verbe et du substantif. Ça va le nom. Donc, ici. Donc, tout a été conçu pour faire que lui ne se retrouve jamais devant la justice. Voilà. Donc, le fait qu'on ait placé l'adverbe de manière intentionnellement, ça vaut un élément constitutif de nouveau de plus. En ce que je vous dirais, j'ai fait ça, c'est le droit. Là, il faut démontrer l'intentionnalité. Voilà. Donc, je fais ici un droit à microscope, un droit pénal par microscope, pas à l'œil nu. À l'œil nu, c'est pas visible. Intentionnellement, vous voulez dire quoi, Perrault? C'est qu'il faut apporter la preuve, le chef d'État, en faisant ceci, avait promis qu'il violerait la Constitution. Or, dans toute infraction de violation de trahison, il y a déjà le dol qui est compris, l'intention. Toute infraction au monde a déjà le dol. Le dol, au lieu d'appeler en droit le dol général, c'est-à-dire la volonté pour un agent de s'émarger de la loi. C'est le dol général. Lorsque le dol est spécial, c'est que vous avez un but poursuivi comme l'infraction de meurtre et d'assassinat. Vous avez l'intention de connaître, ou n'est-ce pas, de faire réaliser un tel résultat. Mais, lorsque la loi ajoute le mobile dans la définition de la loi pénale, le mobile, là, cesse d'être un dol général, un dol spécial. Il devient un dol plus spécial. Et un dol plus spécial et doit être tenu, n'est-ce pas, regardé comme un élément constitutif. De sorte que lorsque vous voulez poursuivre quelqu'un pour violation de la Constitution, il faut, pour qu'il soit sanctionné du chef de haute trahison, il faudrait qu'on apporte la preuve de l'intentionnalité qu'il avait à le faire. Donc, ici, on ne serait pas poursuivre un chef de l'État, même si le procureur général en décidait ainsi, il sera phagocyté à y arriver parce que intentionnellement ne lui aura pas permis à justifier. Donc, ça veut dire qu'on ne poursuivra jamais un président de la République. Parce que donc l'objectif était qu'on ne le poursuive jamais. Qu'on protège Kabila. Intentionnellement. L'intentionnement est un élément constitutif de plus qu'il faudra démontrer après qu'on ait reçu toutes les preuves de violation d'une infraction qui déjà en elle-même contient. Et quel sens sémantique vous donnez à l'intentionnellement? Ça veut dire quoi? Il faut prouver à la face du monde qu'il a dit aux gens, attendez, je vais vous verrez. Ça, c'est intentionnellement. Mais un chef de l'État qui a reçu une ordonnance, une projection, un choix du conseiller de Massacre. Il peut même alléguer que je l'ai fait par erreur et non pas par intention. Justement, c'est vous qui le dites. Et même dans ces conditions, c'est vous qui le dites. Cette erreur serait invincible. C'est-à-dire que comme tout individu qui verrait lui présenter devant lui un acte, une liste des gens relevant d'une corporation habilitée à les présenter et il les nomme. Cette erreur qui commet tout individu devient invincible en droit pénal. Et partant, exonérateur de responsabilité pénale. Je vais arriver, je vais percer maintenant. Donc, ici, par intentionnellement, on voudrait au-delà ou en dehors du fait qu'il faudrait démontrer
démontrer ou constater qu'il y a infraction, il faudrait également, en plus de cela, démontrer que c'était fait à dessein, c'est-à-dire à topo, sciemment dans le but de violer la Constitution, ce qui n'est pas le cas. Ici, on lui a présenté une liste par le CCM, que voici les gens que nous voudrions voter, envoyer à d'autres lieux, pour continuer à servir le master qu'ils l'ont fait ici. Donc, ça aurait été intéressant, dans ces conditions, que notre Constitution élaga ou ne mit pas, n'est-ce pas, un accent sur intentionnellement. Parce que cette Constitution de 58 n'aura jamais ce chef de l'État dans ce pays. Parce qu'il sera toujours buté à un autre élément constitutif qui constitue un mobile. C'est-à-dire, ici, ça vaut en vue de. Donc, il a violé la Constitution, il a posé des actes en vue de violer la Constitution. Donc, il faut prouver que c'était vraiment à dessein en vue. Ce qui n'est pas le cas. Donc, ici, le dol ici est plus spécial et intentionnellement s'analyse ici en un élément, en un mobile, et donc un dol plus spécial qui ferait que intentionnellement devient pratiquement un autre élément constitutif qu'il faudrait démonter après qu'on ait fini à démonter. Donc Félix Tshisekedi va profiter de ce que Kabila a fait. Aujourd'hui, ça se retourne contre les gens qui l'ont mis là. Ils l'ont fait sur mesure. Moi, je n'étais même pas là. En disant, oh voilà, ils ont piégé la nation. Mais nous sommes encore en vie. Nous sommes en vie. Nous l'avons déniché. Donc, dans les jours à venir, si on voudrait que le pays soit réalimenté de droit, que des choses où le chef de l'État va voler intentionnellement, c'est une façon déjà d'amener le juge à prouver qu'il l'a fait à dessein. Alors qu'en l'espèce, il a reçu une lettre, une liste qu'il a signée par des gens appelés à les présenter. Il signe, on dit qu'il a violé intentionnellement. Le FCC ne peut pas se faire prévaloir de sa propre turpitude. Voilà. C'est eux-mêmes qui nous ont mis ça dans nos lois. Voilà, donc vous dites que le Parlement ne peut pas se réveiller d'un matin et dire, écoutez monsieur, voici la lettre de la mise en accusation, allez là-bas. La procédure de décision du chef de l'État par la levée des immunités présidentielles, qu'on appelle en français ordinaire la mise en accusation, est une procédure judiciaire et non parlementaire. C'est la justice qui saisit le Parlement, par le PG s'étant enhardi, convaincu des faits, de poursuivre. Parce que quand on dit les décisions de poursuite et la mise en accusation sont votées par le Parlement, c'est-à-dire qu'il a décidé, parce qu'il a deux examens. Poursuivre, d'abord, il peut ne pas poursuivre, dire que les faits, il n'est pas opportun de poursuivre, de un, de deux. Il peut poursuivre lorsqu'il trouve que les faits sont établis. Or, en l'espèce, les faits ne sont pas établis. Parce que le projet de la vie pénale constitutionnelle, c'est-à-dire, Mungala fut-il, ne saurait jamais asseoir l'intentionnalité du chef de l'État qui a violé, qui a vu une liste lui présentée par une corporation habilitée à présenter des gens pour son compte. Et il a signé. Il les a nommés, et en le nommant, il les a promus. Non seulement il les a promus, il s'est référé à l'article 80 de la Constitution, et non seulement il a fait l'article 80 de la Constitution, il leur a donné des avantages plus gros, parce qu'ils sont venus de la Cour de cassation conseillers, à aujourd'hui ils sont présidents. Ça étonnerait qu'une promotion choc blesse. Donc voilà. Maître, le problème il est plutôt politique et non pas judiciaire, on vous entend parler. Hein? Non, ici, vous allez voir que le droit n'a rien à voir dans tout ça. Non, le droit, parce que notre importance de justice, c'est quoi? C'est que nous sommes des ingénieurs sociaux. Quand il y a un problème, on recourt à nous comme des médecins de la société sur des questions politiques. Jamais le droit. Ça, c'est la technicité. Je veux sur ce plateau. Si vous avez un juriste au monde, j'extrapole, qui viendrait dire le contraire de ce que je veux dire, que intentionnellement est un mobile, est un ordre plus spécial, et partant doit être prouvé en plus des éléments constitutifs de la haute trahison, vous l'amenez sur ce plateau, je vais vous l'enterrer vous-même à votre On prend rendez-vous, je vous trouve un co-débatteur alors. Un co-débatteur sur cette question de la Constitution, que le chef d'État n'est pas poursuivable, que l'infraction ici à sa charge n'est pas établie, non seulement parce qu'on voudrait utiliser la liberté d'appréciation de poursuivre, mais parce que même s'il décidait de poursuivre, il ne saura pas l'atteindre parce que les faits ne sont pas établis. Voilà. Donc là, il ne saura jamais prouver l'intentionnalité de... Jamais. Jamais. Parce qu'il a signé une ordonnance sur le bas du liste qui lui a été présentée par une corporation dont relèvent les magistrats qui devaient être nommés. Mais votre collègue Todongo, il devait savoir tout ça, non, quand même, hein, maître? Je dis que... Martin Fayoulou, c'est quand même un deuxième arrivé. Il devait savoir tout ça, non? Todongo, c'est un garçon intelligent. Peut-être qu'en faisant, lui-même a dit à la télévision que mon recours n'a visé qu'on rapporte, pas qu'on destitue. Encore que son recours n'est pas recours au plan de la forme, parce que c'est un recours collectif contre une ordonnance qui avait produit des effets individuels. Donc, déjà, là, Todongo, un garçon brillant, aurait dû se concentrer. Et quand je dis s'il me suivait, non, il a raison. Intentionnellement, à bloquer, parce que c'était fait pour sauver Kabila,
chaque fois qu'on votait le poursuivre, il vous amènerait à prouver qu'il avait l'intention de violer la Constitution. Alors que lui, il a dit, il a fait. Voilà. Maître, merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. On a été suffisamment éclairé sur ces deux questions majeures. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame, monsieur, cette émission est complètement terminée. Je l'ai dit aujourd'hui, on n'allait pas faire une émission politique. On est resté dans une émission pédagogique. J'ai bien voulu vous offrir donc ces plateaux scientifiques. À un moment donné, de temps en temps, il faut quand même que la science parle. Parce que la politique, il y a beaucoup de bruit, mais il n'y a pas beaucoup de fond. Mais là, aujourd'hui, on a fait parler la science et on trouvera un co-débatteur sur la question de l'intentionnalité parce qu'il faut quand même qu'on lève les options sur le contenu plutôt juridique qu'il faut donner à ce concept-là intentionnellement, cet adverbe qu'on a introduit à la Constitution. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Je serai heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Bonsoir chez vous.